Hey, l'épisode est en retard, je sais, d'un jour, mais c'est pas grave, les prochains sortiront normalement le samedi, mais éventuellement ils peuvent sortir aussi le dimanche. Je l'avais pas dit dans la dernière vidéo, mais bon, ce sera soit le samedi, soit le dimanche, ça dépendra de si je suis dispo ou pas le samedi. Ensuite, aujourd'hui on va analyser une vidéo de Jamais 405 qui parle des extraterrestres, disant ils sont venus sur Terre, mais pour vous convaincre encore plus, je vous ai mis dans la description quelques petites vidéos des amis de type Defecator et Astronogeek, vous en avez l'habitude maintenant, sur le sujet. Voilà, bonne vidéo, allez, on lance le générique. Alors, avant de vous lancer les extraits, oui, parce que je remets des extraits, c'est bon, j'ai contrôlé, j'ai les droits. Pour une question de critique, je lui ai pas demandé les droits à lui, parce que de toute façon, il me les aurait refusés. Ensuite, donc, ce message, c'est qu'on voit bien que sa vidéo est traduite de l'anglais. Bon, il l'a mis dans ses sources, il a mis les chaînes, donc je ne sais pas de quelle vidéo il a tiré ça. Et perso, j'allais pas me taper toutes les vidéos d'américains, 300, 400 vidéos, juste pour savoir lesquelles sont ses sources. Donc de toute façon, c'est des sources de merde, parce que c'est des vidéos top américains, qu'il a en plus traduit vraiment comme de la merde, parce que quand il nous sort 5 évidences que les extraterrestres sont venus sur Terre, évidence en français, ça se traduit par preuve, parce qu'évidence en français, ça veut pas dire la même chose. Et il y en a d'autres dans la vidéo, des conneries dans le genre. Alors, je vous laisse avec le premier extrait et puis bonne vidéo. Des trouvailles cachées. William Petrie est un ancien égyptologue anglais né en juin 1853 et a été chargé de diriger des chantiers en Égypte et en Palestine, mais est mort en juillet 1942. Selon Shepard Umbellas, des artefacts égyptiens extraterrestres ont été découverts cachés dans une pièce secrète derrière le plateau égyptien, mais Petrie aurait voulu apparemment cacher des preuves de vie extraterrestre sur Terre dans sa maison à Jérusalem. Sur l'une des tablettes de pierre récupérées dans un temple à Abydos en Égypte, on pourrait voir apparemment des symboles d'avions modernes comme un hélicoptère, un avion et un vaisseau. Dans les objets découvert se trouvait aussi un disque d'or avec un couvercle transparent. Encore une fois, selon Umbellas, ce seraient des appareils de haute technologie ayant un mécanisme complexe qui est entouré par des tubes en spirale d'or ayant plusieurs petites orbes d'or et attachées à elles. Pour finir, dans les objets découverts, il y aurait une pierre avec une gravure montrant une sorte de soucoupe volante enlevant un humain. Aujourd'hui, tous ces artefacts appartiennent au musée Rockefeller que seuls les experts sur des sujets d'OVNI peuvent voir, mais pas par le public. Quelque temps après sa découverte, le docteur Shahen Alaïldin aurait admis que les pyramides égyptiennes antiques ne sont pas de ce monde et sur eux sûrement extraterrestres. Alors, il nous dit une chier de conneries dans cet extrait quand même. Parce que par exemple, le musée Rockefeller, il n'est pas réservé aux ufologues. Pourquoi? Parce que le musée Rockefeller est ouvert au public. Comme on peut le voir sur leur site, il y a des horaires d'ouverture. Le site est dans la description si vous voulez aller contrôler vous-même. Ensuite, il nous parle des hiéroglyphes un peu bizarres. Tout d'abord, c'est des hiéroglyphes, c'est des dessins. C'est pas parce qu'au Moyen-Âge ils dessinaient des licornes qu'il y en a vraiment. Et surtout, comme vous pouvez le voir sur cette image, c'est juste des hiéroglyphes qui représentaient rien du tout. C'est juste qu'il y en avait un qui ressemblait un peu à un hélicoptère. Du coup, ils vous ont montré ça en disant que les autres ressemblent à des machines modernes, mais rien du tout. D'ailleurs, je vois pas quelle machine ressemblerait. Vaguement un bateau ou un sous-marin pour un. L'autre, ce qu'on pourrait appeler une soucoupe volante. Mais bon. Sinon, faut savoir que les hiéroglyphes représentaient clairement pas tous quelque chose de concret. Par exemple, des vagues, ça représente pas quelque chose de vraiment concret. Et pour le disque en or, sur son image, je vois pas de couvercle en verre. C'est le seul problème parce que le fondre de l'or, ils savaient très bien le faire les Égyptiens. Mais le couvercle en verre aurait pu poser problème, mais sur son image, j'en vois pas et j'ai pas retrouvé de traces de ce machin avec un couvercle en verre. Pour tout le reste, c'est juste un témoignage, comme dirait Astronogeek, à ce compte-là, j'ai vu une licorne.
le projet secret. Le projet Blue Book, lancé en avril 1952 par l'US Air Force, est la plus vaste enquête officielle lancée sur les ovnis par le gouvernement. L'année de la création du projet Blue Book coïncide avec un événement ufologique qui a fasciné l'Amérique. C'est le 26 juillet 1952 que survole au-dessus du Pentagone, de la Maison Blanche et de la base de l'US Air Force des soucoupes volantes extraterrestres devant les yeux de plusieurs centaines de personnes. À ce moment, instantanément des avions de chasse décollent pour intercepter les appareils, mais sans aucun succès. Le 29 juillet, l'US Air Force organise une conférence de presse et fournit l'explication sur cet événement et affirme qu'aucun engin n'a survolé Washington, que les échos radars ont été provoqués par de banales inversions de température. Le projet Blue Book repose sur 3 objectifs formulés par l'US Air Force. La première, trouver une explication pour l'ensemble des témoignages et d'observations d'OVNI. La deuxième, de déterminer si l'OVNI représente une menace pour la sécurité des États-Unis. Et la dernière, de déterminer si les OVNI présentent une technologie avancée que les États-Unis pourraient exploiter. Mais c'est en 1969 que le projet est arrêté et quelques années plus tard, Allen Hayek, un ufologue chargé de l'ancien projet, affirmait que l'attitude de l'Air Force était tellement fermée que même si un vaisseau serait visible en plein jour, l'agence trouverait une explication pour démentir les ovnis. Alors, le projet Blue Book, c'est quoi? Le projet Blue Book, ça s'apparente à ce que fait le GEPAN actuellement, c'est-à-dire l'étude des ovnis. Pas des soucoupes volantes, des ovnis, c'est-à-dire des objets volants non identifiés. C'est-à-dire pour déterminer si par exemple un objet qui a été observé est un ballon sonde ou peut-être un avion ennemi. Parce que ça pourrait être pratique de savoir si les ennemis nous espionnent ou non. Et à l'époque, on est en pleine guerre froide, donc l'espionnage, c'est assez courant. Donc c'est peut-être un peu en lien avec ça que le projet Blue Book existe. En plus, le projet Blue Book a dû au final répondre à la question: est-ce que les ovnis existent? Enfin, le phénomène ovni en tant qu'extraterrestre existe bel et bien? Et la réponse est non, et que les recherches sur le sujet sont tout simplement des conneries inutiles. Et en plus, tous les témoignages ont été au final discrédités comme étant soit des hallucinations, soit simplement l'observation d'un phénomène naturel. En plus, il nous met en lien la création du projet Blue Book avec un événement qui s'est passé en juillet, un événement ufologique, les extraterrestres nous attaquent et tout. Le problème, c'est que cet événement s'est passé, comme je l'ai dit, en juillet, et que le projet Blue Book a été lancé en avril. Il y a un petit problème, le projet Blue Book n'a pas pu être créé après un événement qui s'est passé 4 mois après sa création. Il y a un petit problème de chronologie là. Ensuite, cet événement ufologique, le seul site sérieux qui en parle, c'est Wikipédia, parce que un site qui s'appelle Science et OVNI, j'y fais pas trop confiance, et Wikipédia, l'article dit lui-même manquer de sources. D'ailleurs, oui, une inversion de température, c'est pas quelque chose de forcément banal, et ça peut créer des ondes magnétiques qui peuvent tromper les radars. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, je vous ai mis l'article Wikipédia à ce propos, et puis à propos de l'événement de 1952 dans la description. Ensuite, on va profiter du fait qu'on est sur l'aviation, c'est pas pour rechigner, mais il nous met une image d'un Sukhoi 27 comme étant un avion américain qui s'est envolé pour intervenir. Problème, le Sukhoi 27 est quoi? C'est un avion russe, pas américain. Et c'est pas pour venir faire chier sur les détails, c'est juste pour prouver qu'il a fait zéro recherche, vraiment. Genre il a juste tapé avion militaire, il a pris la première image qui venait. Alors, pour le scientifique Joseph Allen Hynek, il y a plus de problèmes, parce que lui c'est quand même un mec qui pèse dans le game. Il a travaillé sur les premiers satellites américains, il a participé à pas mal de projets scientifiques, gros projets scientifiques américains, et il a sensibilisé Claude Poher, qui est le fondateur du GEPAN, il l'a sensibilisé au phénomène OVNI. Mais ce qu'il dit à propos du projet Blue Book, c'est pas que y a eu des extraterrestres qui ont survolé des villes et puis ils ont dit que c'était juste du vent. Ce qu'il dit, c'est juste que certains du projet Blue Book cherchaient à absolument trouver une explication rationnelle, même dans le cas où on n'arrive pas à la trouver. Il disait pas que c'était les extraterrestres. Il disait que le but du projet Blue Book était d'absolument trouver une signification. Ce qui est un peu con. Effectivement, je suis de son avis. Mais à aucun moment il dit que vraiment il y a eu des extraterrestres. C'est un exemple qu'il donne de ce qui pourrait se passer. Mais il a jamais dit qu'il y a eu des ovnis qui ont survolé et puis que personne n'a rien dit en disant que c'était juste
juste un ballon sonde. Une histoire vraie d'un médecin. Le docteur Heber Hopkins est un médecin réputé, âgé de 58 ans et étant en pleine possession de ses moyens. En septembre 1976, alors qu'il travaillait sur un des cas d'apparition d'OVNI dans le Maine aux États-Unis, il reçoit un coup de téléphone. Un homme qui se présente comme le vice-président d'une association de recherche sur les OVNI demande à lui parler. Le docteur accepte. Pour guider son visiteur, il descend allumer les lumières extérieures de la maison. C'est alors qu'il voit un homme en train de monter les marches. C'est la personne qui venait de lui téléphoner. À ce moment, le docteur se demande comment a-t-il fait pour accourir aussi vite, d'autant qu'il n'y a aucune voiture garée sur le parking de la maison. L'homme est habillé en noir, costume, chapeau, cravate et souliers. Sa chemise est immaculée, tout sur lui a l'air parfaitement propre et très bien repassé. Deuxième étrangeté, quand il retire son chapeau, l'homme n'avait ni cheveux, ni sourcils, ni même de cils. De plus, sa peau était très pâle alors que ses lèvres étaient d'un rouge vif. Quelques instants plus tard, le docteur Hopkins s'apercevait qu'il s'agit d'un maquillage et que l'homme porte comme un rouge à lèvres. La conversation s'engage librement, il parle d'OVNI, plus le temps passe et plus l'intensité du discours de l'homme en noir diminue. Il finit par se lever et semblait avoir les jambes très faibles. Il dira à Hopkins, mon énergie diminue, je dois partir maintenant, au revoir. Avant de partir, il affirma au docteur que 2 pièces de monnaie se trouvaient dans ses poches. Par une sorte de suggestion hypnotique, l'homme en noir en fera disparaître une et affirma, ni vous, ni quiconque ne reverra cette pièce sur cette planète. Ensuite, l'homme gagna la sortie en partant dans l'obscurité. Le docteur aperceva une lumière très vive sur la route, une lueur aussi blanche que celle des phares d'une voiture, mais ne trouva aucune trace de l'engin. Alors, pour celui-ci, on a un témoignage. Et un témoignage, c'est quelque chose qui n'a pas de preuve. Enfin, en tout cas, celui-ci n'a pas de preuve affiliée. Donc, comme le dit cette règle scientifique, ce qui est affirmé sans preuve peut être démonté sans preuve. Alors, je le démonte sans preuve, alors on va partir du fait que c'est faux. Mais, vu que c'est un médecin, je vais profiter pour vous faire passer un extrait d'Astronomie Geek sur l'argument d'autorité. C'est intéressant, et le voilà. En quoi le fait d'être ingénieur ou militaire donne la moindre connaissance en astronomie, par exemple ? Être militaire ne veut pas dire qu'on sait piloter un avion, et être ingénieur ne veut pas dire qu'on a des connaissances particulières en météorologie. C'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Arguments qui ont été très utilisés lors de la vague belge, quand des gendarmes ou des médecins ont dit avoir vu des lumières dans le ciel. Mais en quoi le fait d'être gendarme leur confère une quelconque connaissance supplémentaire par rapport à la vieille qui habite à côté ? On leur fait plus confiance parce qu'on se dit qu'ils sont assermentés, mais ils ne sont pas immunisés contre les mauvaises interprétations de ce qu'ils voient, surtout si on a parlé d'OVNI 2 heures avant à la télé. Il n'est pas question de reprocher aux témoins de mentir, juste d'avoir vu un truc bizarre pour lequel ils n'avaient pas d'explication et d'avoir collé l'étiquette d'OVNI dessus. Donc, maintenant que vous avez vu cet extrait, vous comprenez que le fait que le témoin soit un médecin ne change rien à la véracité de son témoignage, hein ? On est d'accord ? Du coup, on peut passer à la suite. Le témoignage de Peter Coury. En 1999, Bill Shackler publie son premier article sur le cas de Peter Coury, un Australien d'origine libanaise né en 1964 qui dit avoir vécu une surprenante aventure le 23 juillet 1992 alors qu'il était âgé de 28 ans. Durant son enfance, alors qu'il était âgé de 7 ans, il était en compagnie de plusieurs autres enfants sur le toit, en terrasse, dans la résidence de son voisin. Et il remarqua soudainement que ses camarades étaient transformés en statues et étaient incapables de bouger un seul membre. C'est en levant la tête qu'il vit au-dessus du toit un appareil aérien silencieux en forme d'œuf. Plus tard, tous ces enfants s'y retrouvèrent sur le sol, avec ce qui venait de se passer oublié pour la plupart, sauf pour Peter. Mais c'est le 12 juillet 1992 à Sydney qu'il se réveilla et vit 2 femmes entièrement nues, agenouillées sur son lit. Une blonde de très grande taille qui s'intéressait à lui et une brune au visage de type asiatique. La blonde avait un très long visage avec un menton en pointe, des yeux bleus 2 ou 3 fois plus grands que ceux des humains, une chevelure abondante et une peau claire. Elle était très grande et avait une force musculaire hors du commun. L'autre femme avait des cheveux noirs, coupés courts à la manière d'un garçon et des yeux presque entièrement noirs. Après avoir eu une entrevue avec ces 2 femmes, Peter réussit à avoir 2 cheveux. Bill Shackler commença en 1988 ses recherches sur les cheveux. Il les confia à des collègues biologistes qui entreprirent des analyses de l'ADN des matériaux en effectuant d'abord un test PCR. L'analyse confirma que cette pilosité était issue d'une personne génétiquement proche du standard humain, le type racial étant cependant très inhabituel. Donc, là on a de nouveau un témoignage, mais cette fois-ci il y a soi-disant des preuves, c'est-à-dire les cheveux. Mais les analyses ont montré que c'était des humains, mais avec un type racial particulier. C'est pas parce que c'est un type racial particulier que c'est pas des humains, c'est justement dit que c'est des humains. Et ensuite, je n'ai trouvé nulle part de sites sérieux qui parlent de ça, hein. Le but c'était de vendre un livre, donc je suis pas trop sûr de la véracité de ce témoignage, vraiment.
surtout quand on voit les images des cheveux observées au microscope. Hein. Vous avez là l'image que j'ai trouvée sur un site qui serait soi-disant le cheveu récolté par Peter Coury. Et là, un cheveu blond normal, observé aussi au microscope. Donc voilà, je vois pas vraiment ce qu'il y a de spécial. Je pense que le but c'était surtout de vendre son livre. Il y a zéro vrai argument dans ce qu'il dit. Les aliens sauvent la Terre. Apollo 14 est la 8e mission habitée du programme Apollo et la 3e à se poser sur la Lune. Il s'agit de la première mission dont le but principal est un but scientifique, dans un lieu sélectionné non en fonction de contraintes techniques pour son intérêt géologique. L'un des 3 astronautes, Edgar Mitchell, revient sur les rapports entre les ovnis et le nucléaire militaire américain. L'astronaute américain, aujourd'hui âgé de 85 ans, évoque le Nouveau-Mexique dans une interview pour Mirror. Il raconte que le terrain de la fameuse zone 51 était un terrain d'essai d'armes nucléaires et c'est pour cette raison que les extraterrestres s'y intéressaient. Il avait pu discuter avec de nombreux officiers de l'US Air Force qui travaillaient dans des silos nucléaires pendant la guerre froide. Ils lui ont confirmé que les ovnis survolaient souvent cette zone stratégique et ont même régulièrement désactivé des missiles. Il déclare aussi que les extraterrestres nous ont empêchés de déclencher une guerre nucléaire et qu'ils ont maintenu la paix sur Terre. Mais Edgar n'est pas la seule personne à avoir affirmé ce genre de choses, car en mars, John Burroughs, un ancien militaire américain en poste en 1980 sur la base de l'OTAN de Bentwaters, dans le sud de l'Angleterre, a obtenu le remboursement de ses frais médicaux pour des troubles cardiaques en lien avec le célèbre ovni de Renchlam. Le dossier médical de John Burroughs est d'ailleurs toujours classé secret défense. Bon, on finit encore une fois sur un témoignage. Hein. Il est porté par un argument d'autorité parce que c'est un mec qui est allé dans l'espace et tout. Mais bon, franchement, la seule chose qui est vérifiable dans ce témoignage, c'est le fait qu'il y a une zone d'essai à la zone 51. C'est vrai, il y a eu une zone d'essai où il y a eu un essai nucléaire. C'est d'ailleurs cet essai nucléaire qui est à l'origine du Sedan cratère, qui est un gros cratère à une trentaine de kilomètres de la zone 51. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Oui, déjà, c'était assez court vu qu'il y avait pas mal de témoignages. Si vous voulez la suite sur sa vidéo sur la zone 51, vous me le dites en commentaire, vous mettez des likes. Et puis, si vous voulez venir discuter ou proposer des sujets, rejoignez-nous sur Discord. Allez, à la prochaine. Ciao! Awesome! I came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees and pray. I came to play. To the good old